Bon, alors, il y en a une qui était... oui. Dr. Cohen. Oui. Rappelez comment le virus est arrivé, comment il s'est créé. C'est une très bonne question. On sait maintenant que le VIH, en fait, est le résultat d'une transmission interespèce. C'est un virus qui est à l'origine un virus qui infecte les primates, le singe. Et en fait, cette transmission interespèce s'est faite à plusieurs reprises. En fait, le VIH1, qui est le virus qui est responsable de la pandémie du sida, est un virus dont le précurseur est un virus simien qui infecte le chimpanzé. Alors que le VIH2, qui est un virus qui est endémique en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Cameroun, est un virus dont le précurseur est un virus un virus d'immunodéficience simienne qui infecte le manganais en fumée, comme Dr Jolicoeur vous l'avez introduit. Donc, c'est probablement cette introduction de virus de singe à l'homme qui s'est fait tout au long de l'évolution. Et c'est sûr qu'avec les changements démographiques qui sont produits en Afrique au début du siècle, c'est évident que ce type de transmission s'est probablement produit à plus haute fréquence. Et puis surtout, on a pu commencer à reconnaître cette maladie. Probablement que ça s'est produit durant l'histoire à plusieurs reprises, mais on ne savait pas de quoi les individus qui étaient infectés mouraient à cette époque. Docteur Jolicoeur, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le VIH cause certains cancers, mais pas tous? Oui, évidemment, je n'ai pas la réponse à ceci. Il cause d'abord des lymphomes. Alors, ce sont des cancers qu'on trouve aussi chez les gens qui sont immunodéficients. Et on trouve des pathologies comme des cancers de la bouche, par exemple, à des taux de fréquence très élevés, cancer du poumon plus élevé aussi que chez les individus. Mais la cause, on ne la connaît pas. Ce n'est pas nécessairement uniquement à cause de l'immunodéficience, parce que tous ces cancers-là ne se retrouvent pas nécessairement chez les patients immunodéficients pour d'autres raisons. Donc, il y a très peu de recherches qui se font sur ces sujets. C'est pour ça que j'ai apporté un peu ce thème, cette thématique. Je pense que c'est nécessaire de comprendre les mécanismes. On parle de taux de fois, pour les lymphomes, c'est près de 100 fois. Et 100 fois des lymphomes, considérant la population normale, sur les fumeurs normaux ou autres. Pour les cancers du poumon aussi, c'est beaucoup plus élevé. Donc, la pathogénèse derrière ça, les mécanismes sont inconnus. Malheureusement, je ne peux pas directement répondre à votre question. Peut-être Jean-Pierre, veux-tu ajouter quelque chose? Donc, il y a des cancers qui sont liés au manque d'immunité, le Kaposi et le lymphome. Et ce qu'on ne sait pas bien, c'est les autres cancers qui sont légèrement plus fréquents, le côlon, le poumon. Est-ce que c'est le style de vie des personnes? Parce que les personnes HIV fument plus, sortent plus parfois que ceux qui ne le sont pas. Donc c'est très difficile de savoir si c'est l'inflammation causée par le VIH ou le style de vie qui fait qu'il y a des cancers, même quand même chez des patients qui sont bien traités. Mais quand le virus est traité, les lymphomes et le Kaposi deviennent très très rares. Et donc c'est une bonne nouvelle, mais il reste quand même. Mais dans les recommandations, c'est toujours évidemment de ne pas fumer, qu'on ait ou pas le VIH. Alors les facteurs liés au style de vie sont très importants, mais comme vous le savez, c'est beaucoup plus difficile de changer de style de vie que de prendre un médicament. Absolument. Je parle dans mon métier et c'est vrai que de changer d'habitude alimentaire, c'est plus difficile que d'avaler une pilule. Dr Weinberg, on parle de morts qui ont augmenté en 1997. Pourquoi une augmentation à ce moment-là, ou est-ce que c'est le début des statistiques? Il y a deux aspects peut-être qu'il faut mentionner au même moment, qui sont un peu contradictoires. Notamment, nous avons réussi à développer beaucoup de médicaments anti-VIH, qui veut dire en principe que nous pourrons bien traiter les personnes atteintes de VIH. Par contre, il y a trop de personnes qui sont convaincues que nous pouvons maintenant bien traiter les personnes atteintes de VIH, qui veut dire
peut-être qu'au même moment, ils doivent plus prendre des précautions pour ne pas devenir infectés. Donc, il y a un aspect qui est définitivement relié à la santé publique dans tout ça. Et évidemment, nous n'avons pas assez bien fait pour convaincre les gens de ne pas être à risque. Et c'est toujours quelque chose que nous devons mieux faire à l'avenir. Docteur Routy, est-ce que les 14 patients français qui ont eu une guérison fonctionnelle étaient atteints par la même souche du VIH? Donc il semble que oui, les patients ont eu une infection primaire, donc quand il y a la fièvre et la fatigue des ganglions, de façon assez semblable à la plupart des gens. Ce pas des gens qui étaient comme peu malades ou peu affectés par le VIH au début, parce que la quantité de virus dans le sang était égale à la moyenne de tous les autres patients. Et le traitement précoce a fonctionné mieux chez eux pour des raisons qui sont inconnues, qui ne semblent pas être liées à des gènes protecteurs comme le B27 ou 57 qui ralentissent naturellement la progression vers le sida en absence de médicaments. Donc ce n'est pas des gens qui auraient été traités pour rien, qui auraient été indétectables même sans médicaments. C'est vraiment une nouvelle population qui n'est pas bien définie, mais qui ne semble pas être des gens qui sont naturellement forts pour bloquer le virus sans médicaments et qui auraient pris des médicaments pour rien. On ne le sait pas, mais ça ouvre, si vous voulez, un champ beaucoup plus vaste. De 1, on est passé à 2 il y a 2 mois, et là on passe à 16 depuis 1 mois et demi. Donc c'est sûr que ce n'est pas beaucoup, mais que ce qui était impossible ou ce qui faisait rire ou sourire les gens il y a 3 ans, maintenant les gens ne sourient plus, ils se mettent au travail, et notamment le groupe qui est ici essaie de travailler ensemble pour arriver à ce qu'un jour ce virus s'en aille. Mais pour les 14 patients, c'est comme une bonne nouvelle, mais c'est un peu par serendipity, par un heureux hasard que ça a été découvert, et que c'est des patients, disons, normaux, réguliers, et on ne sait pas pourquoi eux ont mieux réagi que d'autres qui, à l'arrêt du traitement, le virus revient quand même la plupart du temps. Et j'ai vu un patient qui était traité en primo-infection et qui avait arrêté, puis paf, le virus était revenu, donc il ne sera pas le 15e. Alors, pour Julie Bruno, comment lutter contre les préjugés et la résistance des médecins à traiter les toxicomanes? OK, combien de temps? C'est une excellente question et c'est quelque chose que j'ai... C'est intéressant aussi, à peu près la question que j'essaie de me poser depuis 25 ans. Et c'est intéressant comment ça va par mot et par mot, ça aussi. Je vais juste vous donner une réponse assez brève. La méthadone. La méthadone est un médicament qui fonctionne extrêmement bien, qui est le traitement de choix pour les personnes qui ont une dépendance aux opiacés. C'est un vieux médicament qui ne coûte pas cher, qui est relativement facile à administrer. Et malgré tout, les médecins qui veulent prescrire la méthadone doivent avoir un cours d'une demi-journée. Ils doivent demander un permis, puis ça prend un cours d'une demi-journée. Et malgré ça, il y a très, très peu de médecins qui prennent leur permis de méthadone. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde ça? C'est un travail de très longue haleine. Il y a un travail... Les compagnies pharmaceutiques ne nous aident pas parce que c'est un vieux médicament. Donc, mais il y a toutes sortes de nouvelles tendances qui font en sorte qu'on commence à enseigner assez tôt dans les facultés de médecine que ne pas traiter un toxicomane, c'est aussi immoral et non éthique que ne pas traiter un diabétique avec son insuline. Et le Collège des médecins a pris une position très, très récemment pour dire que maintenant, tous les médecins qui allaient être formés dans les universités québécoises allaient apprendre d'emblée et savoir comment prescrire la méthadone. Ils auraient tous leur permis pour prescrire la méthadone. Alors, ça, c'est juste un petit exemple de quelque chose qui est plutôt positif pour dire il y a des choses qui doivent venir de fond, il y a des préjugés qui viennent d'en haut, il y a des préjugés qui viennent d'en bas. Et je pense qu'il faut regarder ça un petit peu dans son ensemble et essayer de trouver des opportunités. Puis des fois, il y en a. Et là, je vais dire une chose très politiquement correcte, mais c'est sûr que quand il y a un politicien qui a un enfant ou un proche qui est toxicomane, et quand il y a quelque chose, il y a des avancées en bon comme ça qui se sont passées pour les préjugés aux toxicomanes et qui sont très liés à des individus. Puis on espère que les individus qui sont touchés par ça
se lèvent aussi et parlent, comme les gens parlent pour le cancer et tout ça. Les personnes qui... on a très, très, très peu de groupes de pression avec les toxicomanes. Et je pense que c'est un des grands enjeux, si on veut dire, je vais finir là-dessus, mais si on veut lutter contre la discrimination et tout, il faut trouver des porte-paroles crédibles qui font changer et bouger les choses, je pense. Une question pour Paul Jolicoeur. Je trouve une belle question. Pourriez-vous élaborer un peu sur le concept de la voie de signalisation intracellulaire? C'est une grande question, c'est une belle question aussi. Écoutez, la cellule fonctionne avec des signaux. Un peu comme une ville fonctionne avec des signaux. Vous avez des artères, vous avez des stops, vous avez des lumières. La cellule est organisée avec des molécules qui s'engendrent les unes les autres, qui engendrent un signal. Vous donnez une pichenote, A va activer B, B va faire tomber C. Tout ce qui est dans la cellule est pratiquement organisé comme ça. On en connaît quelques-uns très bien. On connaît des signaux qui partent à la surface de la cellule et qui s'en vont au noyau. Il y a d'autres types de signalisation. Et dans le cancer, on s'aperçoit que ce sont ces signaux-là qui sont d'abord dérégulés. Donc, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du cancer. Ils sont la cible maintenant de... D'abord, ce sont des agents qui donnent le cancer lorsque surexprimés ou mutés. C'est comme ça qu'on les a découverts. Et ces signaux-là sont utilisés par HIV. Par exemple, HIV, une des molécules d'HIV sur lesquelles on travaille, NEF, stimule une voie de signalisation qu'on appelle les soft kinases. Ils le font dans les cellules myéloïdes, ils le font dans les cellules TCD4. Et ce sont des signaux, il y a une famille, il y a 5 ou 6 membres de la famille. Et dans les lymphocytes T, c'est un membre qui est principalement présent. LCK, par exemple, dans une cellule myéloïde, ça va être plutôt HCK, et etc. Alors, lorsque le HIV rentre dans cette cellule, il active cette signalisation-là. Il active d'autres enzymes aussi. La voie de PAC, par exemple, qui est une autre façon d'activer. Alors, ces voies-là sont déjà là pour que la cellule fonctionne. LCK est là pour, normalement, moduler la réponse immunitaire. C'est lors d'engagement du TCR, lorsqu'il y a un antigène qui arrive sur la cellule, un signal est envoyé à travers LCK et qui se rend d'une molécule à l'autre, une cascade. Souvent, il y a des 50 molécules impliquées là-dedans. Et ça se rend un signal, finalement, à la cellule. Alors, le calcium va changer, la cellule va se mettre à se diviser, elle va devenir plus grosse. Avec une autre signalisation, elle va se mettre à crawler ou à migrer dans le tissu ou se mobiliser, etc. Alors, ce sont ces signaux-là qui sont extrêmement importants. Tous les virus agissent sur certains de ces signaux-là, à différents degrés. On connaît très peu comment HIV interagit avec toute cette signalisation-là. Et c'est un des défis de la recherche fondamentale dans certaines cellules. Dr. Cohen, lors de l'intégration du virus dans le génome de la cellule infectée, la cellule continue-t-elle à avoir une fonction normale? Oui, elle va avoir une... c'est-à-dire que en principe, dans des conditions où un lymphocyte est infecté par le VIH, si ce lymphocyte est activé, le virus va se répliquer, puis cette cellule qui est infectée va finir par mourir. Okay? Donc, mais dans le cas, par exemple, des cellules T-mémoire, ces cellules qui sont à longue vie, dans lesquelles le virus est intégré, mais silencieux, ces cellules... peuvent continuer à avoir une fonction qui est n'est pas dramatiquement modifiée. Dr. Routy, qu'en est-il des effets secondaires dus aux nouveaux médicaments administrés et qu'en est-il de l'espérance de vie des patients traités présentement? Alors, comme l'a décrit Dr. Weinberg, il y a des nouvelles molécules qui sont encore mieux que ce qui existait. Depuis 7-8 ans, les molécules sont relativement très bien, c'est-à-dire comparables à la tolérance, aux effets secondaires qu'on a pour le cholestérol, pour l'hypertension, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, où c'était un nombre très important de pilules avec beaucoup d'effets secondaires. Mais les nouvelles, et surtout celles qui ont 2-3 ans, ont quasiment très peu d'effets secondaires, sont très bien tolérées. Et c'est pour ça que
plus de 85% des patients dans les grandes cliniques ou les centres hospitaliers à Montréal sont maintenant indétectables, un virus qui est bloqué par les traitements, et qu'on arrive, parce qu'on a le choix, on a beaucoup de molécules, s'il y avait une intolérance pour un patient particulier, on peut remplacer, on peut changer 1, 2 ou 3 médicaments s'il le faut. Donc c'est sûr que depuis 2-3 ans, la vie des médecins et surtout celle des patients est grandement favorisée. C'est sûr, ceux qui ont été malades il y a longtemps, qui ont des virus qui se sont habitués à certains médicaments, il faut en mettre d'autres. Donc il reste quand même des patients qui doivent prendre plus de 3 médicaments, et des médicaments parfois anciens qui donnent un bon effet. Mais pour ceux qui n'ont jamais été traités, qui débutent, c'est quand même... Vous savez qu'on a maintenant 3 médicaments où c'est simplement un seul comprimé qui en contient 3. Donc il y a 3, il y en a 2 commercialisés, puis un qui va arriver dans quelques mois au Québec. Et on peut donner une seule pilule par jour et le virus, donc c'est une trithérapie dans un seul, peut être mis à zéro en 4 semaines, alors qu'avant il fallait attendre 16 semaines. Et la tolérance est tout à fait comparable aux médicaments de l'hypertension ou du diabète. Dr. Weinberg, est-il mieux de commencer une trithérapie durant la primo-infection, entre 2 et 6 mois, même avec des CD4 de plus de 500? Oui, aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus à ce sujet. Notamment, nous voulons aujourd'hui débuter du traitement anti-VIH le plus rapidement possible. Donc, au moment que quelqu'un présente comme personne infectée, nous voulons en principe débuter le traitement même aujourd'hui. Et effectivement, c'est plus une question de nombre de CD4. Nous savons bien aujourd'hui que si nous permettons au VIH de se croître à l'intérieur de quelqu'un, donc le virus va continuer à détruire des cellules lymphocytaires qui représentent effectivement le système immunitaire. Donc les personnes infectées vont perdre leur habilité de se défendre contre toutes sortes d'infections et également peut-être différents cancers. Donc c'est dans les intérêts des personnes infectées de débuter leur traitement le plus rapidement possible, et également, comme a dit professeur Bruno, si nous pourrons traiter très tôt, ceci veut dire également que nous allons réduire la charge virale des individus en question très très rapidement, qui veut dire que ces personnes ne seront plus aussi infectieuses que s'ils ne débutent pas avec un traitement. Une question qui je crois que ça se répond pour Paul Jolicoeur à la fois qu'à Marc Weinberg. Alors la question est, si le SIV de macaque cause la maladie, tandis que le SIV du Mangabi ne cause pas, comment on peut trouver un médicament qui touche toutes les souches s'il y a tellement de variabilité entre les souches? Je crois que c'est ça le fond de la question. C'est une bonne question. En fait, il faut voir ça sous l'angle de la résistance. Le virus est le même. Alors, dans un autre, il cause la maladie, dans un autre, il ne la cause pas. Alors, c'est dû évidemment à la résistance. Mais les protéines virales sont les mêmes et on pense qu'ils infectent, semble-t-il, les mêmes cellules. Encore qu'il y a des études qui montrent que ce n'est pas totalement les mêmes cellules. Maintenant, est-ce qu'elle a une incidence sur la maladie ou non? On ne sait pas. Je pense qu'il faut espérer de ces recherches, c'est qu'on trouve pourquoi les cellules CD4 ne meurent pas lorsqu'elles sont infectées chez ces patients-là. Il y a quelque chose de toute évidence qui se passe. Et c'est pas parce que le virus ne s'infecte pas, c'est pas parce qu'il n'est pas là. Dr. Weinberg, vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais uniquement que nous savons depuis longtemps que le VIH n'est pas tellement pathogène pour différents singes comme les chimpanzés en comparaison avec la situation humaine. Et il y a 20 ans, il y avait ceux, au moment que nous n'avions pas de médicaments anti-VIH, qui ont pensé « Ah, il y a des facteurs effectivement qui protègent ces singes. Peut-être nous pourrons étudier pourquoi ces singes ne meurent pas, identifier peut-être différents produits que nous pourrons développer comme médicaments antiviraux. » C'était une bonne pensée à l'époque, mais aujourd'hui, nous avons d'autres moyens de traitement. Et donc, je pense qu'il n'y a pas
il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent sur ces facteurs potentiellement reliés à la protection des singes. Julie Bruno, comment s'appelle le remède pour prévenir la personne du couple qui n'a pas le VIH? Est-ce que c'est un remède qui est offert dans les cliniques? Vous souvenez-vous de l'étude que vous avez citée en dernier? Là? En fait, il y a deux choses dans votre question. Il y a la trithérapie ou la bithérapie qu'on offre en post-exposition. Je pense que c'est peut-être de ça qu'on va parler. C'est au Québec très facilement et de façon, je dirais, assez accessible, très accessiblement. Quelqu'un qui, par exemple, aurait été exposé dans une soirée, quelque chose qui a une relation sexuelle avec une personne infectée, le condom, problème, peut aller dans une clinique plus rapidement le mieux dans les 72 heures qui suivent, mais ça peut être dans l'heure qui suit, c'est encore mieux, et se faire prescrire pour 28 jours une trithérapie. Et là, tu pourrais dire laquelle, généralement, on prescrit. Ou si la personne est très à risque, qui ne sont pas trop sûrs que la personne est infectée, peuvent avoir une bithérapie. Il y a des guidelines pour ça. Ils peuvent le demander, ils l'auront. On va même leur donner dans certains hôpitaux, c'est à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, des kits de 5 jours pour vraiment partir, même si la pharmacie est fermée, pour justement prévenir l'infection en traitant à la minute où le virus aurait pu entrer en contact. Ça, c'est la post-exposition dont je n'ai pas parlé. Pour ce qui est de la pré-exposition, c'est-à-dire dans l'étude du Dr. Byron Cohen, ben là, c'était la personne infectée qui était traitée avec les 3 médicaments. Dans la prophylaxie pré-exposition, il y a eu, ça dépend des protocoles, on est encore au stade très expérimental, et là, il y a eu, encore une fois, c'est des antirétroviraux, mais ça dépend des combinaisons, c'est des billes, des tri. Dr. Cohen, y a-t-il une recherche concernant les GP120? Oui, énormément. Énormément de recherches sur la GP120, sur cette glycoprotéine de l'enveloppe qui permet l'entrée du virus. En fait, au départ, cette étude a permis de développer ces inhibiteurs de l'entrée du virus. Ce sont des inhibiteurs qui peuvent soit interférer avec la glycoprotéine d'enveloppe en soi et l'empêcher de fonctionner, de permettre l'entrée, soit il y a d'autres molécules qui vont interférer ou bloquer le récepteur, en l'occurrence CCR5, qui est important pour l'entrée. Maintenant, il y a énormément d'intérêt actuellement à étudier l'enveloppe. C'est parce que tous ces anticorps neutralisants dont le Dr Jolicoeur a parlé sont des anticorps qui sont dirigés contre l'enveloppe. Donc ces anticorps qui pourraient être protecteurs, qui pourraient permettre de prévenir l'infection, sont des anticorps qui vont reconnaître des épitopes, donc des petites régions au niveau de la glycoprotéine d'enveloppe. Et donc il y a énormément d'études actuellement dans le développement de vaccins qui se penchent sur la structure de l'enveloppe, sur les changements de conformation que l'enveloppe peut avoir, et pour identifier les régions, les points faibles qui pourraient être ciblés avec des anticorps neutralisants. Donc si on était capable de générer des antigènes qui pourraient les produire chez des individus qui sont affectés. Une question pour Dr. Routy. Quels médicaments sont offerts et sont efficaces ou efficients sur le continent africain? C'est les mêmes médicaments, c'est simplement une question de coût. Donc il y a des médicaments qui sont plus anciens, donc qui sont génériques, qui sont donc à moindre coût. Et il y en a d'autres qui sont donnés à des coûts particuliers pour les pays en voie de développement. Ils mettent une couleur différente pour pas qu'ils soient revendus après dans d'autres pays. Et là, c'est un problème économique d'accès aux médicaments, mais les médicaments fonctionnent à peu près pareil pour l'ensemble des traitements. Si les gens les prennent bien, les résistances, des mutations peuvent différer, comme a été décrit par Dr. Mark Weinberg lui-même, ces différences pour la première fois au monde. Mais la réponse aux traitements, s'ils sont bien pris, ça marche pareil. C'est seulement des questions d'économie et de coûts qui en limitent. Et donc, la plupart des gens du Sud prennent des médicaments
plus anciens qu'on utilisait il y a 8-10 ans ici, et on espère que bientôt des nouveaux, qui sont plus faciles à prendre, seront disponibles dans plus de pays. Dr. Cohen, pouvez-vous développer la question des sujets dits contrôleurs d'élite ou élite? Donc ce sont des individus qui, suite à la primo-infection, donc à cette étape où il y a une virémie qui est développée chez ces patients, qui sont capables de contrôler l'infection naturellement, sans traitement, et qui la contrôlent si bien qu'on ne détecte pas avec les tests usuels, pas les tests ultra sophistiqués qui nous permettent de mesurer les réservoirs. Mais ces individus donc, contrôlent très bien l'infection. Donc il y a quelque chose dans la réponse immunitaire que ces personnes ont et développent qui semble qui semble contrôler l'infection. Il y a également des éléments génétiques qui semblent aussi intervenir chez ces contrôleurs élites. Il y a des gènes, il y a des polymorphismes qui sont associés au niveau de leurs gènes qui leur permettent de mieux contrôler l'infection, de développer une réponse immunitaire qui contrôle mieux l'infection. Évidemment, il y a énormément d'intérêt à comprendre le type de réponse immunitaire qui leur permet de contrôler l'infection, parce que, ultimement, c'est ce qu'on aimerait générer ou ce qu'on aimerait induire chez des individus qui sont infectés avec un vaccin thérapeutique. Et c'est 1 sur 800, c'est ça la limite. Alors, prochaine question pour Paul Jolicoeur. Les anticorps anti-HIV bloquent-ils également les nouveaux virus qui sont produits par les cellules des nids HIV? Alors, je crois que la question est qu'il y a une cellule de réservoir qui reproduit le virus. Qu'est-ce que les anticorps qui circulent déjà, est-ce qu'ils bloquent ce virus aussi? En fait, ces études-là ont été faites in vitro, donc c'est fait sur un large panel de virus qui, en général, représente 90-100 souches distinctes. Alors, la souche C, la souche B, etc. Alors, quand on dit qu'ils sont broadly neutralizing, qu'ils neutralisent à large spectre, c'est qu'ils vont neutraliser la plupart des 90 ou 100 ou 200 souches qui sont étudiées à ce moment-là. Oui, alors, en un sens, c'est peu pertinent si elle vient d'une souche dans un réservoir, parce que pour un vaccin, c'est pas un vaccin thérapeutique, c'est un vaccin préventif dont on parle ici. Peut-être pourrait-il être utilisé aussi contre un vaccin, comme vaccin thérapeutique, mais je parlais principalement d'un vaccin préventif. Dr. Cohen, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces réservoirs, surtout les réservoirs où le virus est silencieux, il n'y a aucun moyen de distinguer cette cellule d'une autre. On ne peut pas savoir que le virus est dedans. Donc il n'y a pas d'antigènes viraux à la surface, par exemple de la GP120, qui permettrait de cibler cette cellule silencieuse dans laquelle le virus se trouve pour la cibler spécifiquement. Alors actuellement, on n'a pas de signature qui permettent de distinguer ces réservoirs de cellules qui sont normales où le virus n'est pas intégré. Une question pour Julie Bruno. Alors, en fait, c'est 3 questions. Alors, la première, j'aimerais savoir la meilleure méthode pour éviter d'être contaminé par le VIH à part l'abstinence. Okay. Deuxième, est-ce que le condom est encore efficace? Et troisième, est-ce que le baiser peut donner le VIH? La meilleure méthode pour ne pas attraper, c'est évidemment une grande question. Disons, commençons par le condom. Là. Le condom, c'est très efficace. Et c'est évidemment d'autant plus efficace quand il est mis au bon moment, mis correctement et qu'on l'utilise tout le temps. Ça, je pense que c'est la réponse la plus simple. La meilleure méthode, je pense que c'est une multitude de méthodes. Et la multitude de méthodes commence par nous, dans la vie, comment on fait pour
rester en santé, puis quel est notre rapport à notre propre protection. Et ça part de... Je donnerai encore un exemple un couple, par exemple, de personnes toxicomanes. C'est pas parce qu'ils sont toxicomanes qu'ils sont obligés d'avoir des relations sexuelles avec des condoms toute leur vie. Si les deux sont sécures dans leur relation puis qu'ils sont ni un ni l'autre infectés, ils n'ont pas besoin de mettre de condom. Donc, il y a beaucoup d'études, en fait, je dis ça, mais il y a beaucoup d'études qualitatives qui montrent que toutes ces mesures-là, une après l'autre, nous permettent de nous protéger. Ça, c'est... La dernière, c'est... Est-ce que le baiser... Disons non. Non, je pense qu'on peut dire non, puis... Il y a des inhibiteurs naturels du virus qui empêchent son infectivité, qui se trouvent dans la salive, et généralement, donc, il y a peu de transmission par le baiser. On a une question pour Dr. Routy, mais Alors, Dr. Cohen, pouvez-vous développer sur les cellules effectrices? Les cellules, quand on parle de cellules effectrices, ce sont généralement, on désigne des cellules du système immunitaire qui vont avoir un rôle fonctionnel. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des lymphocytes T qu'on appelle des lymphocytes T CD8, qui sont des cellules meurtrières. C'est-à-dire que lorsque ces cellules sont activées et qu'elles reconnaissent à la surface d'une cellule cible un épitope ou un antigène qui est d'origine microbienne, on va déclencher une activité meurtrière qui va permettre donc à cette cellule de tuer cette cellule qui est infectée. Donc on dit que c'est une cellule effectrice. Alors il y a d'autres types de cellules comme ça. Les cellules NK, par exemple, les natural killers, sont des cellules effectrices. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément de fonction meurtrière, donc de fonction cytotoxique, mais qui vont être des chefs d'orchestre de la réponse immunitaire, par exemple les lymphocytes T, lorsqu'elles vont reconnaître une cellule qui est infectée par un pathogène, il va y avoir elles vont être activées, puis elles vont produire des cytokines, des facteurs solubles qui vont aller qui vont communiquer à d'autres types de cellules qu'il est temps de se préparer à se débarrasser de certains types cellulaires qui sont infectés par des pathogènes. Donc, les cellules effectrices, c'est ça, sont des cellules qui répondent à une agression par un pathogène ou par d'autres types d'agressions. Dr. Weinberg, une question concernant le coût. Quand vous parlez de 25 000 $ par année, si on veut se traiter, est-ce que vous prévoyez un jour qu'il y aura des médicaments un peu moins chers? Oui et non. Et évidemment, c'est une question d'importance, pas uniquement pour nous qui habitons ici au Québec, mais dans un sens, surtout dans les pays en développement. Il n'y a aucun doute que la plupart des personnes qui habitent dans les pays du Sud ne sont pas traitées avec les mêmes médicaments de haute qualité que nous utilisons ici. Et ceci veut dire qu'à long terme, il y aura une possibilité que beaucoup de ces personnes se développeront de la résistance contre les médicaments qu'ils prennent à l'heure actuelle, parce que peut-être ils sont traités présentement avec des médicaments un peu plus toxiques. La toxicité va favoriser la non-observance au traitement, que nous comprenons très bien, le facteur principal associé au développement de la résistance. Mais effectivement, ça coûte énormément d'argent pour réussir à développer un produit antiviral. Ça coûte des millions et millions de dollars, des centaines de millions de dollars pour développer un produit antiviral. Et on ne peut pas dire à une compagnie pharmaceutique qui réussit à développer un tel produit: écoutez, merci beaucoup, maintenant nous voudrions donner ce produit gratuitement aux personnes partout au monde qui en ont besoin. Donc c'est la raison pour laquelle les pays comme les nôtres ont accepté de fournir des médicaments effectivement ont accepté de payer
pour l'achat de ces produits-là, pour qu'ils soient utilisés dans les pays en développement. Et oui, sûr, nous devons espérer que les produits antiviraux vont coûter beaucoup moins cher à l'avenir. Évidemment, la solution la plus élégante, c'est d'être capable de guérir cette infection. Et j'espère profondément que ceci sera le cas d'ici une décade. Juste un dernier point, évidemment, une autre façon de ne plus devoir confronter cette épidémie, ce serait le développement d'un vaccin. Et je dois vous dire qu'avant-hier, il y avait une quatrième grosse clinique vaccinale qui a été arrêtée par les Américains parce que effectivement il n'y avait pas de différence entre les deux bras dans les deux. C'est dommage, c'est une étude qui a coûté des centaines de millions de dollars, quatrième fois, et pas de bénéfice. Donc, on a eu un carton rouge. Je veux dire que ça termine lentement notre session. Je voudrais faire une remarque à vous tous. Si je ne me trompe pas, c'était il y a 30 ans, le virus de sida a été découvert, en 1983. J'étais à Paris, à l'Institut Pasteur, quand Luc Montagnier a trouvé le virus. Le point que je veux faire aujourd'hui, c'est 30 ans plus tard, vous voyez le résultat de recherche. Ça peut vous dire que c'est vraiment pas facile à trouver quelque chose. Mais là, on a étudié les mécanismes, le virus a été séquencé, les cellules ont été identifiées. Ça, c'est des travaux de laboratoire, des travaux de recherche fondamentale qui se rejoint après avec des cliniciens et épidémiologistes. Je suis chercheur et directeur de cet institut qui fait la recherche fondamentale. Alors, je voulais vous dire ça, que ça prend des décennies pour comprendre quelque chose et pour lutter contre les maladies, et c'est ce qu'on fait ici. Merci beaucoup à vous tous. Mais le dernier mot, madame. Oui, merci, Dr. Leroy. Et merci à nos conférenciers qui ont été absolument extraordinaires pour nous expliquer tous les aspects de ce fameux virus et nous donnent de l'espoir dans ce qui arrive, parce que 30 ans pour avoir eu autant d'explications, c'est pas toutes les maladies qui en 30 ans ont trouvé autant d'explications. Donc, il y a un bon bout de chemin, mais on va continuer dans vos labos, Dr. Leroy, à faire du bon travail. Et je remercie chacun d'entre vous pour avoir fait un superbe travail de communication. Je vous remercie, vous tous et toutes, pour vos bonnes questions, parce que c'était des questions variées qui touchaient un peu tous les aspects. Je vais remercier aussi l'équipe qui est à la base de l'organisation de la logistique du site Thériault. Joanne Langevin qui était à l'accueil, Julie Langelier qui était aux vidéos et Hélène Lambin qui était à la caméra et Marc qui nous a donné le bon petit repas que vous avez dégusté tout à l'heure. Donc merci à tous et à un prochain Café Scientifique.